Please be seated. Veuillez vous asseoir. L'audience est reprise. Bonjour à tous. Je voudrais juste confirmer que la composition des équipes n'a pas changé. Madame la procureure. Très bien. Maître Taylor. Les représentants des victimes. Merci beaucoup. Avant la pause, la défense avait soulevé la question de l'aptitude de l'accusé à pouvoir assister à son procès et la question d'éventuels examens médicaux. Et je vous avais dit aussi que déjà devant la Chambre, il y avait un certain nombre d'écritures déposées par la défense et que nous devons maintenant résoudre. Je vais donc donner lecture de décision de la Chambre. La Chambre rappelle que la défense a demandé le 3 juillet dernier à ce que les débats d'aujourd'hui soient ajournés. Document numéro 927. Requête à laquelle la Chambre a répondu par la négative le 8 juillet. Le 9 juillet, la défense a également déposé une écriture dans laquelle elle a soutenu que M. Alassane était inapte à être jugé. La Chambre a rendu hier une décision sur cette écriture en concluant qu'en l'état, considérant la notification de la défense, le document avait été déposé à un moment inapproprié et qu'il ne lui avait pas été présenté d'informations suffisantes pour conclure que M. Alassane est inapte à être jugé. Document 952. La Chambre relève enfin qu'hier, en fin de journée, la défense a demandé à la Chambre de bien vouloir reconsidérer sa décision refusant l'ajournement du procès ou, à défaut, de bien vouloir autoriser que la question soit portée devant la Chambre d'appel en invoquant l'existence d'informations nouvelles justifiant, à ses yeux, une telle reconsidération ou le renvoi en appel. Durant l'audience de ce matin, la défense a oralement présenté un certain nombre d'arguments qui reprennent en substance ceux qui ont été développés dans les écritures précitées et en particulier dans la requête aux fins de reconsidération déposée hier. La Chambre relève que ce matin toujours, durant l'audience, la défense a formulé explicitement une requête aux fins d'un examen médical qualifié de M. Alassane soit effectué aux fins de statuer sur la question de savoir si l'accusé est en état de passer en jugement. En ce qui concerne la requête en reconsidération, la Chambre relève que cette requête a été notifiée hier à 17h53. Considérant en outre son objet et son contenu, elle n'a pas estimé nécessaire de recueillir les réponses du bureau du procureur et des représentants des victimes. La Chambre rejette la requête et rendra les motifs de sa décision en temps utile.
En ce qui concerne la requête aux fins d'autorisation de faire appel, la Chambre en prend bien note et rendra sa décision en temps voulu après avoir reçu les réponses des parties et participants. En ce qui concerne enfin la requête orale de ce matin, qui, je le rappelle, reprend en substance les arguments développés dans les écritures récemment déposées par la défense, la Chambre réitère les considérations qu'elle a développées dans la décision numéro 952 qui a été rendue hier et les reprend à présent pour former son jugement. Premièrement, la Chambre réitère, en reprenant la jurisprudence de la Chambre d'appel, que, bien que la présente requête est particulièrement tardive, elle est disposée à examiner le bien-fondé des arguments concernant l'existence des circonstances exceptionnelles justifiant le dépôt tardif d'une telle requête. Comme la Chambre l'a indiqué dans le paragraphe 26 de la décision 952, la Chambre ne voit pas pourquoi la défense n'aurait pas pu introduire une requête à un stade antérieur. Deuxièmement, la Chambre réitère que le dossier de l'affaire contient de nombreux exemples démontrant que le Conseil de la Défense a pu recevoir des instructions spécifiques de M. Alassane sur un nombre important et varié de questions, et en particulier sur son état de santé. Je me réfère ici au paragraphe 27 de la décision 952. Troisièmement, la Chambre considère que la requête qui fait implicitement référence à la règle 135 du règlement des procédures d'épreuve est maintenant tardive. Comme la Chambre l'a indiqué au paragraphe 29 de la décision 952, et je cite la décision en anglais, should the Chamber entertain the defense request at this stage to discuss the present issue, the defense would in effect be forcing the Chamber to postpone the commencement of trial. The Chamber reiterates in the strongest possible terms that this Chamber will not permit such tactics to be used in the present trial proceedings. Fin de citation. Par ces raisons, et considérant les observations et les informations qui lui ont été présentées, la Chambre conclut qu'en l'état, il ne lui a pas été présenté d'informations suffisantes pour considérer que M. Alassane est inapte à être jugé. La Chambre déterminera elle-même si M. Alassane comprend effectivement la nature des charges. Néanmoins, la Chambre a la possibilité d'ordonner un examen médical conformément à la règle
135 du règlement. Par conséquent, elle enjoint le greffe, en consultation avec les parties, de faire des recommandations avant le 24 juillet 2020 en ce qui concerne des experts qui pourraient effectuer cet examen. La Chambre enjoint également aux parties de présenter leurs observations sur les recommandations du greffe le 24 juillet 2020, au plus tard. La Chambre va à présent se tourner vers M. Alassane pour lui demander s'il comprend la nature de chaque charge portée contre lui, ces charges lui ayant été lues à huis clos, et pour lui demander la possibilité de plaider coupable ou non, tel que prévu à l'article 64, paragraphe 8 du statut. Voilà, donc tout est clair. Vous avez les décisions de la Chambre. Nous allons donc procéder avec le plaidoyer. Chef numéro 1. Torture en tant que crime contre l'humanité prévu à l'article 7, paragraphe 1, F du statut. Monsieur Alassane, pouvez-vous confirmer à la Chambre que vous avez compris la nature de cette charge, les charges qui vous ont été lues pendant que nous étions en huis clos? نعم فهمتها. Merci beaucoup. Alors, entendez-vous plaider coupable ou non coupable sur cette charge ou souhaitez-vous rester silencieux? أود التزام الصمت. لا أستطيع الجواب عن هذا السؤال. Merci beaucoup. La Chambre prend acte qu'à ce stade de la procédure, l'accusé a choisi de ne pas enregistrer un plaidoyer de culpabilité ou de non-culpabilité sur cette charge. Chef numéro 2. Pardon, je n'ai pas vu. Merci. Non, je me suis levé un peu brusquement. Allez-y. Je n'entends pas de traduction ni en français ni en anglais. Et dans le transcript en anglais, on ne voit pas les traductions de ce que l'accusé répond, sauf erreur. Madame la greffière. On m'informe qu'il y avait un problème de l'interprétation anglaise vers l'arabe. Est-ce que les interprètes peuvent maintenant me confirmer que tout est en ordre? Monsieur le Président, tout est en ordre. C'est très bien, merci beaucoup. Monsieur le procureur, nous allons donc passer au chef numéro 2. Vous entendez, vous allez vérifier si tout se passe bien. Chef numéro 2. Autre acte inhumain en tant que crime contre l'humanité, prévu à l'article 7, paragraphe 1er, K du statut. Monsieur Alassane, pouvez-vous confirmer à la Chambre que vous avez compris la nature de cette charge? نعم فهمتها. Merci beaucoup. Monsieur Alassane, entendez-vous plaider coupable ou non coupable sur cette charge ou souhaitez-vous rester silencieux?
لا أستطيع الجواب على السؤال. Merci beaucoup. La Chambre prend acte qu'à ce stade de la procédure, l'accusé a choisi de ne pas enregistrer de plaidoyer de culpabilité ou de non-culpabilité sur cette charge. Chef numéro 3. Torture en tant que crime de guerre prévu à l'article 8, paragraphe 2, C, petit I du statut. Monsieur Alassane, pouvez-vous confirmer à la Chambre que vous avez compris la nature de cette charge? نعم فهمتها. Merci beaucoup. Monsieur Alassane, entendez-vous plaider coupable ou non coupable sur cette charge ou souhaitez-vous rester silencieux? لا أستطيع الجواب على هذا السؤال. Merci beaucoup. La Chambre prend acte qu'à ce stade de la procédure, l'accusé a choisi de ne pas enregistrer de plaidoyer de culpabilité ou de non-culpabilité sur cette charge. Chef 4. Traitement cruel en tant que crime de guerre prévu à l'article 8, paragraphe 2, C, petit I du statut. Monsieur Alassane, pouvez-vous confirmer à la Chambre que vous avez compris la nature de cette charge? نعم فهمتها. Merci beaucoup. Monsieur Alassane, entendez-vous plaider coupable ou non coupable sur cette charge ou souhaitez-vous rester silencieux? نعم لا أستطيع الجواب على هذا السؤال. C'est-à-dire que vous voulez rester silencieux. نعم. Merci beaucoup. La Chambre prend acte qu'à ce stade de la procédure, l'accusé a choisi de ne pas enregistrer de plaidoyer de culpabilité ou de non-culpabilité sur cette charge. Chef numéro 5. Atteinte à la dignité de la personne en tant que crime de guerre prévu à l'article 8, paragraphe 2, C, de I du statut. Monsieur Alassane, pouvez-vous confirmer à la Chambre que vous avez compris la nature de cette charge? نعم فهمتها. Merci beaucoup. Monsieur Alassane, entendez-vous plaider coupable ou non coupable sur cette charge ou souhaitez-vous rester silencieux? لا أستطيع الجواب على هذا السؤال. Très bien, donc de nouveau, la Chambre prend acte qu'à ce stade de la procédure, l'accusé a choisi de ne pas enregistrer de plaidoyer de culpabilité ou de non-culpabilité sur sa charge. Chef numéro 6. Condamnation prononcée sans un jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti de garanties judiciaires généralement reconnues comme indispensables, prévues à l'article 8, paragraphe 2C, 4 du statut. Monsieur Alassane, pouvez-vous confirmer à la Chambre que vous avez compris la nature de cette charge? نعم فهمتها. Merci beaucoup. Monsieur Alassane, entendez-vous plaider coupable ou non coupable sur cette charge
ou souhaitez-vous rester silencieux? لا أستطيع الجواب على السؤال. Merci beaucoup. Donc, vous voulez rester silencieux. La Chambre prend acte qu'à ce stade de la procédure, l'accusé a choisi de ne pas enregistrer de plaidoyer de culpabilité ou de non-culpabilité sur cette charge. Chef numéro 7. Attaque contre des biens protégés en tant que crime de guerre prévu à l'article 8, paragraphe 2, petit 4, en chiffre romain, du statut. Monsieur Alassane, pouvez-vous confirmer à la Chambre que vous avez compris la nature de cette charge? نعم فهمتها. Merci beaucoup. Monsieur Alassane, entendez-vous plaider coupable ou non coupable sur cette charge ou souhaitez-vous rester silencieux? لا أستطيع الجواب على السؤال. Donc, de nouveau, vous voulez rester silencieux. Merci beaucoup. La Chambre prend acte qu'à ce stade de la procédure, l'accusé a choisi de ne pas enregistrer des plaidoyers de culpabilité ou de non-culpabilité sur cette charge. Chef numéro 8. Autre acte inhumain prenant la forme de mariage forcé en tant que crime contre l'humanité prévu à l'article 7, paragraphe 1, cas du statut. Monsieur Alassane, pouvez-vous confirmer à la Chambre que vous avez compris la nature de cette charge? نعم فهمتها. Merci beaucoup. Monsieur Alassane, entendez-vous maintenant plaider coupable ou non coupable sur cette charge ou souhaitez-vous rester silencieux? لا أستطيع الجواب على السؤال. De nouveau, donc vous voulez rester silencieux. Merci beaucoup. La Chambre prend acte qu'à ce stade de la procédure, l'accusé a choisi de ne pas enregistrer des plaidoyers de culpabilité ou de non-culpabilité sur cette charge. Chef numéro 9. Esclavage sexuel en tant que crime contre l'humanité prévu à l'article 7, paragraphe 1er, G du statut. Monsieur Alassane, pouvez-vous confirmer à la Chambre que vous avez compris la nature de cette charge? نعم فهمتها. Merci beaucoup, Monsieur Alassane. Entendez-vous plaider coupable ou non coupable sur cette charge ou souhaitez-vous rester silencieux? لا أستطيع الجواب على السؤال. Donc, de nouveau, vous voulez rester silencieux. Merci beaucoup. La Chambre prend acte qu'à ce stade de la procédure, l'accusé a choisi de ne pas enregistrer des plaidoyers de culpabilité ou de non-culpabilité sur cette charge. Chef numéro 10. Esclavage sexuel en tant que crime de guerre prévu à l'article 8, paragraphe 2, 6, petit chiffre romain, du statut. Monsieur Alassane, pouvez-vous confirmer à la Chambre que vous avez compris la nature de cette charge? نعم فهمتها. Merci beaucoup. Monsieur Alassane, entendez-vous maintenant plaider coupable ou non coupable sur cette charge ou souhaitez-vous rester silencieux? لا أستطيع الجواب على السؤال. Merci beaucoup. Donc, de nouveau, vous voulez rester silencieux. Alors, la Chambre prend acte qu'à ce stade de la procédure, l'accusé a choisi
de ne pas enregistrer des plaidoyers, des culpabilités ou de non-culpabilité sur cette charge. Chef numéro 11. Viol en tant que crime contre l'humanité prévu à l'article 7, paragraphe 1er, G du statut. Monsieur Alassane, pouvez-vous confirmer à la Chambre que vous avez compris la nature de cette charge? نعم فهمتها. Merci beaucoup. Monsieur Alassane, entendez-vous plaider coupable ou non coupable sur cette charge ou souhaitez-vous rester silencieux? لا أستطيع الجواب على السؤال. Merci beaucoup. Vous voulez rester silencieux. La Chambre prend acte qu'à ce stade de la procédure, l'accusé a choisi de ne pas enregistrer des plaidoyers de culpabilité ou de non-culpabilité sur cette charge. Chef numéro 12. Viol en tant que crime de guerre prévu à l'article 8, paragraphe 2, E et 6, chiffre romain, du statut. Monsieur Alassane, pouvez-vous confirmer à la Chambre que vous avez compris la nature de cette charge? نعم فهمتها. Merci beaucoup. Monsieur Alassane, entendez-vous plaider coupable ou non coupable sur cette charge ou souhaitez-vous rester silencieux? لا أستطيع الجواب على السؤال. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. La Chambre prend acte qu'à ce stade de la procédure, l'accusé a choisi de ne pas enregistrer de plaidoyer de culpabilité ou de non-culpabilité sur cette charge. Chef numéro 13. Persécution en tant que crime contre l'humanité prévu à l'article 7, paragraphe 1er, H du statut. Monsieur Alassane, pouvez-vous confirmer à la Chambre que vous avez compris la nature de cette charge? نعم فهمتها. Merci beaucoup. Monsieur Alassane, entendez-vous plaider coupable ou non coupable sur cette charge ou souhaitez-vous rester silencieux? لا أستطيع الجواب على السؤال. Merci beaucoup. Vous voulez donc rester silencieux. La Chambre prend acte qu'à ce stade de la procédure, l'accusé a choisi de ne pas enregistrer des plaidoyers de culpabilité ou de non-culpabilité sur cette charge. Vous pouvez vous asseoir. La Chambre entend à présent faire quelques remarques d'ordre procédural. La Chambre relève tout d'abord qu'elle a reçu hier une écriture déposée par la défense intitulée Notice of Affirmative Defense, document 951, dans laquelle la défense informe la Chambre de son intention de soulever des motifs d'exonération de la responsabilité pénale de M. Alassane, notamment le fait que son comportement durant la période des faits aurait été adopté sous la contrainte. La défense allègue également d'autres motifs d'exonération de la responsabilité pénale de l'accusé, tels que l'erreur de fait ou de droit mentionnée à l'article 32 du statut, ainsi que les ordres hiérarchiques prévus
à l'article 33 du statut. La Chambre en prend bien note. La Chambre entend ensuite préciser qu'elle est actuellement saisie d'une requête de la défense visant à mettre fin à la procédure engagée contre M. Alassane. Il s'agit du document 885. La Chambre a considéré qu'au vu des délais dans lesquels cette requête a été déposée, moins de 4 semaines avant le début du procès, et du temps jugé nécessaire pour que les parties et les participants puissent y répondre, il n'était pas possible de traiter de cette requête avant le début du procès. Elle n'a pas non plus estimé approprié de suspendre le début du procès afin de régler cette question. La Chambre examinera donc cette requête en parallèle de celui-ci et en temps voulu. Ensuite, je rappelle que la Chambre a fixé un délai pour la soumission de toute observation ou exception par le procureur et la défense en vertu de la règle 134, paragraphe 2 du règlement des procédures et des preuves. Ce délai est fixé au 1er juin. Ce délai, fixé au 1er juin 2020, a ensuite été prorogé au 10 juin 2020, suite à une requête de la défense. Conformément à la règle 134, paragraphe 2 du règlement, la Chambre demande maintenant aux parties si elles souhaitent soulever des objections ou présenter des observations concernant le déroulement de la procédure postérieure à l'audience de confirmation des charges, autres que celles qu'elles ont déjà présentées. Autres que celles qu'elles ont déjà présentées. Et qu'elles n'auraient pas pu soulever avant le délai fixé par la Chambre. Conformément à la règle 134, paragraphe 2 du règlement, de telles objections ne pourront plus être soulevées au cours du procès sans l'autorisation de la Chambre. Madame la procureure, vous avez la parole s'il y a des objections. Mr. President, we do not have any objections. Merci beaucoup, Madame la procureure. Je me tourne vers Maître Taylor de la Défense. Maître. Thank you very much, Mr. President. The defence has set out in its pleadings its objections to commencing the trial and substantive testimony before it has had an effective ability to investigate this case. Now, we have done so before the deadline, but we would also respectfully submit that this is an issue that will necessarily be impacted by the events as they arise. And that is reflected by the Chamber's own decisions, which have repeatedly stated that they remain seized of the possibility of receiving defence applications for adjournments depending on how circumstances unroll. So we would respectfully submit
that the right to bring these types of objections under Rule 134, subsection 2, should not and cannot preclude the defence from seizing the chamber in relation to specific investigative issues that we face, have faced, continue to face, and are likely to face before the commencement of testimony. And then that's not an issue that can be time barred, because once again, it depends on issues beyond our control, and it will depend on how things unroll with COVID and the security in Mali. Thank you. Merci beaucoup, Maître. Le problème que vous soulevez, certains ont déjà été résolus dans les décisions antérieures de la Chambre. D'autres vont obtenir des réponses bientôt parce que la Chambre est en train de les examiner. Et donc, vous pouvez vous tranquilliser. La Chambre ne vous empêche en aucun cas de vous adresser à elle lorsqu'il y a des problèmes qui se posent. Je ne sais pas si le procureur voudrait intervenir sur cette déclaration de la défense. Je vous remercie, Monsieur le Président. Très brièvement pour dire que les objections qui ont déjà été déposées, on ne peut pas les renouveler à l'infini. S'il y a des éléments nouveaux, des choses nouvelles, bien sûr, ça peut être porté à l'attention de la Chambre, mais on ne peut pas revenir indéfiniment, comme on le voit parfois, on ne peut pas revenir indéfiniment sur les mêmes questions. Voilà, merci beaucoup, Monsieur le procureur. Maître Taylor. Thank you very much. One discrete clarification. We agree that we should not be able to relitigate issues. But when one is dealing with fairness, there's a threshold. And it's possible that the threshold for unfairness might not have been reached at one point in time, but the accumulation of prejudice, the accumulation of factors might bring us over that threshold. So for that reason, we are respectfully submitting that in future applications, we cannot divorce ourselves from what has happened up until this point. And we should be permitted to raise all of the issues in its entirety so that in future applications, the Chamber is not dealing with things in a piecemeal manner, but is considering prejudice on the basis of the record as a whole and in relation to the threshold of fairness as a whole. Thank you. Merci beaucoup, Maître. Je vous comprends très bien sur votre problème d'équité. La Chambre fait de son mieux pour être à la hauteur. Mais le problème, c'est que lorsque vous présentez une écriture, la Chambre décide et de temps en temps, vous semblez revenir sur le même sujet dans une écriture nouvelle. Alors, vous pourrez aussi faire attention sur ce côté-là. Néanmoins, si vous avez des observations, vous avez jusqu'au lundi 10 août 2020 pour les déposer et les parties et participants ont pour répondre jusque le vendredi 21 août 2020. Donc, la Chambre a pris bonne note de vos observations et attendra vos soumissions s'il y en a. Nous allons maintenant entendre les déclarations liminaires du bureau du procureur. Je note qu'hier, la Chambre a, par courriel, décidé de rejeter les objections de la défense concernant le matériel que le procureur souhaite utiliser au cours de ces déclarations liminaires et a autorisé ce dernier à utiliser le matériel inclus dans la liste qu'il a communiquée le 6 juillet dernier. Conformément à l'annexe A à la décision 789 sur la conduite de la procédure, vous disposez, Madame la procureure, de 4 heures. Je rappelle également que, conformément à la décision 867 de la Chambre, vous disposez de la possibilité de demander à ce que les éléments confidentiels
de votre présentation soit diffusée uniquement à l'intérieur de la salle d'audience, par un procédé qui nous permettra de rester en session publique. Je vous prie d'indiquer si vous souhaitez avoir recours à cette possibilité et à quel moment, en vous rappelant qu'il est nécessaire d'en faire usage le moins possible et seulement à la fin de vos déclarations liminaires, afin de respecter au maximum le principe de la publicité totale des audiences. Voilà. Donc, Madame la procureure, vous avez maintenant la parole. Mais encore une fois, la Chambre vous rappelle néanmoins que la tâche des interprètes et de sténotypistes sera rendue plus simple si vous parlez lentement et, plus important encore, les présentations seront aussi plus claires et mieux comprises par tous ceux qui le suivent ou qui le suivront, que ce soit ici ou que ce soit en dehors de cette salle d'audience. Et Madame le greffier a pour mission de nous le rappeler chaque fois que cela sera nécessaire. Madame le greffier, personne ne se formalisera si vous nous rappelez à l'ordre de temps à autre. Vous êtes là pour cela. Madame la procureure, vous avez la parole, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Mesdames les juges, aujourd'hui commence le procès tant attendu de crimes inimaginables qui ont été commis au Mali. Tombouctou a vécu pendant presque un an, d'avril 2012 à janvier 2013, dans la violence physique et morale infligée par les groupes armés Ansar Dine et Al-Qaïda au Maghreb islamique. Tombouctou, la perle du désert, où la population vivait en paix depuis des années, a été soumise à leur dictat. Tombouctou a subi leur tyrannie. Dès qu'ils ont pris la ville, les membres d'Ansar Dine et d'AQMI ont créé des organes de contrôle et de répression. Ils ont notamment créé le tribunal islamique et la police islamique, dont Al-Hassan a été le commissaire incontournable et gelé. Ce faisant, les membres de ce groupe ont exercé une emprise implacable sur Tombouctou, sa région et la population civile impuissante. Leur plan et dessein était d'assujettir les Tombouctiens et Tombouctiennes à leur contrôle et pouvoir. Leur plan et dessein était de les soumettre à leur vision idéologique et religieuse personnelle. Et c'est au forceps, à grand renfort de brutalité et d'exaction constitutive de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre au regard du statut de Rome. C'est là le cœur de la présente affaire. Le recours à la violence, la commission de crimes sur des habitants rabaissés, humiliés, violentés et pour tout dire, soumis à une véritable persécution pour des motifs religieux et sexistes, dont ils ne voyaient pas la fin et dans laquelle Al-Hassan, l'âme pensante et agissante de la police islamique,
a joué un rôle central. Monsieur le Président, Mesdames les juges, je souhaite clarifier d'emblée le point suivant. Cette affaire n'est aucunement dirigée contre l'islam. Cette affaire n'est dirigée contre aucune religion ou système de droit ou de pensée. C'est simplement une affaire pénale impliquant des crimes graves. Vous êtes saisi du cas d'un homme, Al-Hassan, dont nous allons démontrer au-delà de tout doute raisonnable qu'il est responsable de crimes relevant du statut de Rome, commis contre les habitants de Tombouctou et de sa région. Des crimes commis contre les Maliens, contre ses propres compatriotes, ni plus ni moins. Il reviendra à votre cour de poser que des individus comme Al-Hassan ne peuvent pas rejoindre des groupes armés, quels qu'ils soient, occuper une partie d'un État souverain ayant choisi son système de gouvernement et imposer par les armes et la violence à toute une population des préceptes et interdits sur prétexte de mettre en œuvre leur vision idéologique et religieuse. Cela vaut quelles que soient les idées, les principes ou la religion qu'on prétende suivre. Cela vaut quelles que soient les règles qu'on allègue vouloir appliquer. C'est la nature même des actes criminels et la violence pure contre la population civile qui justifie la poursuite d'Al-Hassan devant votre Chambre. La variété des nouveaux interdits et règles n'avait d'égal que la cruauté avec laquelle les institutions mises en place par Ansar-Dine et AQMI et les hommes comme Al-Hassan ont puni sans pitié les habitants du Tombouctou qui, exerçant tout simplement leurs droits fondamentaux, ne se plaît pas au nouveau dictat. Monsieur le Président, Mesdames les juges, permettez-moi de citer les paroles d'un Tombouctien, tant elles traduisent et résument la douleur et le désarroi des habitants. Il déclara, et je cite, « La vie est devenue une ville fantôme, morte en ce sens que toutes les populations étaient terrées dans leurs maisons, de peur d'être réprimées, de peur d'être humiliées, de peur d'être brutalisées, de peur d'être violentées. » Le mot « peur » revient à 4 reprises dans cette phrase, comme un leitmotiv. Il décrit parfaitement le calvaire que les Tombouctiens ont vécu au quotidien pendant toute la durée de l'occupation. Vous verrez l'exemple de Dédéo Maïga, qui est malheureusement décédé à ce jour. Il a été attaché à une chaise en place publique, devant toute la population. Sa main a été amputée de la manière la plus brutale qu'il soit au moyen d'une sorte de long couteau. Qui l'a jugé coupable? Le tribunal islamique irrégulièrement mis en place par Ansar-Dine et AQMI à Tombouctou pour donner une apparence de légitimité à leur régime tyrannique. Sa vie a brutalement basculé. À ses yeux, sa vie était terminée. L'objectif de ce châtiment public était double. Premièrement, démontrer à l'absence de limite au pouvoir des groupes armés à Tombouctou, démontrer que personne
ne peut s'opposer à eux, même lorsqu'ils commettent des actes les plus extrêmes et violents. Et pour cause, Ansardine et Akmi avaient les armes pour eux. Et deuxièmement, faire un exemple, frapper les gens de stupeur, répandre la terreur, et partant soumettre et contraindre davantage la population à respecter les nouvelles règles et interdits imposés. Qui, selon vous, avait arrêté DDO? C'est Al-Hassan en personne. Vous verrez aujourd'hui Al-Hassan dans une vidéo, il y assume sans état d'âme l'emploi de cette mutilation criminelle et brutale. En fait, comme mon bureau le prouvera, Al-Hassan a été directement impliqué dans les violences et tortures infligées aux populations, aux hommes, aux femmes et aux enfants de Tombouctou. En tant que commissaire, il occupait une fonction névralgique. Il œuvrait de manière proactive au cœur du système oppressif, répressif et persécuteur dans lequel les crimes poursuivis dans la présente affaire ont été commis. Notamment, la preuve montrera que Al-Hassan assurait l'organisation, le management et le fonctionnement de la police islamique, que Al-Hassan arrêtait et détenait les personnes, que Al-Hassan conduisait les enquêtes sur les prétendues violations des règles imposées par les groupes, au cours desquelles les suspects étaient torturés et menacés pour obtenir des confessions, qu'Al-Hassan renvoyait les affaires au tribunal islamique, qu'Al-Hassan participait personnellement à la mise en œuvre des châtiments corporels au niveau de la police et à ceux décidés par le tribunal islamique irrégulièrement constitué, et ceux en public ou au siège de la police islamique. Étant précisé que Al-Hassan a œuvré avec le groupe armé Ansardine et Akmi pendant toute l'occupation de Tombouctou. Le jour même de l'arrivée de ce groupe à Tombouctou, début avril 2012, un témoin a vu Al-Hassan et des membres du groupe armé à la banque qui allait vite devenir le siège de la police islamique. On a la preuve qu'il enquêtait et écrit au moins un rapport de police dans une affaire qui fait partie de celles entendues par le tribunal islamique dès la session du 7 mai 2012. Il est resté le commissaire de la police islamique, véritable pilier de cet organe, jusqu'au départ des groupes armés de Tombouctou en janvier 2013. Permettez-moi, Monsieur le Président, de passer maintenant en anglais. With your indulgence, I will now continue my statement in English. Mr. President, Your Honors, Ansardine and Acme are still active in Mali and Timbuktu region. They pose a grave danger to the safety of witnesses and victims. I shall therefore not go into specific detail here. You have them in the confidential version of the trial brief and other filings. The people of Timbuktu themselves know full well what I'm alluding to, because they have experienced these crimes and suffered physical and mental anguish as a result of them. The evidence of the prosecution will demonstrate that as the armed groups arrive, civilians fled to Bamako or other southern cities, as well as to neighboring countries such as Mauritania or Burkina Faso.
They had to leave everything behind. They had to leave their lives behind. Many left to escape the violence, but others remained for one reason or another. Some stayed behind because they simply did not have the means to flee. Others because they had elderly parents to take care of. And others still because they felt attached and responsible for their city or could not resign themselves to abandoning their beloved Timbuktu, especially during one of the worst moments of its history. Those who remained were subjected to a constant climate of fear and oppression. The members of Ansar Dine and Akim made sure of that, continually strutting about with their weapons. In videos, they are publicly available. One can readily see the Islamic police weapons. One can see the judges' weapons next to them during sessions of the tribunal. One would indeed see weapons everywhere, all the time, and that includes heavy weapons mounted on pickup trucks driving around the city. The reign of terror was in place and its tools of enforcement on full display. In this state of occupation and coercion, the Ansar Dine and Akim's members severely restricted. They monitored and controlled everything. A Timbuktu local stated at the time, and I quote, "In Timbuktu, everything has become illicit and forbidden." And another one pointed out that everything was under the control of the armed groups. All aspects of life had indeed fallen under Ansar Dine's and Akim's self-proclaimed rules and prohibitions. Drastic restrictions were imposed on private life, public life, leisure activities, cultural and religious practices, the manner of praying. This affected absolutely everything, even the way inhabitants could or could not dress. Not only were these rules new, but they were also quite alien to the residents of Timbuktu. These imposed rules also denied many customs, traditions, and social practices of the inhabitants, which had characterized the lives of locals in Timbuktu, sometimes for generations. They constituted severe and serious violations of their fundamental rights, such as the right to religion, to private life, or to education. And here I would like to present a brief overview of these rules to demonstrate their breadth and scope. Banning religious practices at the tombs and mausoleums of Muslim saints. Prohibiting celebrations such as the celebration of Maulud. Banning amulets and talismans. Prohibiting statements, masks, and pictorial representations. Complete control over the media, including radio. Banning public gatherings. Closing public schools. Banning music and dancing. Segregating the sexes, including at school. Imposing a new dress code on men, and particularly on women. Men needed to shorten their trousers, and women were required to cover their bodies head to toe. A normal veil was not enough. And in that same vein, banning women from wearing jewelry and makeup, even their traditional clothing was denied to them. The list is long, and I could go on. The control and domination was total. It was a complete change in the way of life of the inhabitants, as many witnesses will testify. Worse still, any disobedience would result in severe and cruel punishment. In the event of a breach of the new rules, corporal punishment would be applied on the spot by the Islamic police, generally in the form of lashes by a whip. You will see some examples of such measures during the prosecution's presentation of the case.
punishments, including floggings, up to 100 lashes, amputation, and imprisonment, were also executed following decisions by the irregularly constituted Islamic Tribunal. Al-Hassan himself pointed out during his interview with our investigators, and I quote, "The residents were not familiar with this punishment. It was the first time that they had seen that. They were scared out of their minds. They couldn't do anything. Everyone was afraid and feared the words of jihadis and terrorists. They were scared of this punishment." Al-Hassan said this. Clearly, Mr. President, Al-Hassan was well aware and indeed involved, as the evidence will show, in this cruel and brutal repression. A witness will testify that it is the Islamic police that was often in charge of organizing executions of sentences, and that he often saw Al-Hassan in charge of them. And this witness will further testify that there was not a single event of execution of sentence in Timbuktu that he attended where Al-Hassan was not present. As a result, Mr. President, it is no surprise if 1,000 kilometers to the south, in Bamako, a witness heard about Al-Hassan. And this witness stated, "Lots of people who fled to Bamako spoke about Al-Hassan and the Islamic police." Mr. President, Your Honors, the prosecutor's evidence will demonstrate that the multiple acts perpetrated against the inhabitants of Timbuktu and its region constituted a real attack against the civilian population. Sentences handed down by an irregularly constituted tribunal, sentences without prior judicial proceedings, torture, cruel treatment, other inhumane acts, outrages upon personal dignity, sexual slavery, acts of rape, attack against historic monuments and buildings dedicated to religion, amongst other offenses. And these are all grave acts and crimes under the Rome Statute which, when taken in their totality, fit the characterization of the crime of persecution, which is also specifically addressed in the Rome Statute. There was religious persecution in Timbuktu. All the rules and prohibitions imposed on the residents stemmed from the ideological and purported religious vision of Ansar Dine and Akim. My office has pledged to systematically fight impunity for gender-based crimes where the evidence supports such heinous crimes. In the present case, gender-based persecution was yet another manifestation of this rule by force and terror. Indeed, it was the women and girls of Timbuktu and the region who were targeted and suffered the most. Our evidence will show that women had become the primary targets. Women and girls were pursued into their very homes. They were abused, punished, beaten, imprisoned, and subjected to corporal punishment for a variety of so-called breaches, from failure to wear the prescribed clothing, giving water to a man, not having gloves at the market to pay and receive money, amongst others. And with your indulgence, I would like to briefly touch upon the prison conditions which added to the suffering inflicted on women. The evidence will show that women were kept in inhumane conditions in a small room at the Banque Malienne de Solidarité, which residents dubbed the women's nightmare cell. It was a 2-square-meter room housing the ATM. And we will show you this infamous cell so that you can see for yourself what these women endured. Women were locked up in a makeshift cell and treated shamefully. At times, not one, but several women were kept in confinement in that limited space,
And all this took place in oppressive heat. Some had no option but to relieve themselves in that cell. Our evidence will also show the extreme degree of violence experienced by the women who were subjected to floggings. Al-Hassan knows what I am talking about. He himself was personally involved in organizing the infliction of corporal punishment in public on women accused of adultery. He can be seen on video or photographic material. Some of the details are unbearable and particularly horrid. I am thinking, for instance, of a woman who fell to the ground under the sheer violence and force of the blows. Another woman, punished with 100 lashes, stated, and I quote, "J'ai ressenti beaucoup de douleur physique. Je ne pouvais pas me coucher sur le dos. J'avais des marques sur mon corps. Il y avait des marques rouges et le sang avait coagulé sur ma peau." Al-Hassan was present when this flogging was handed down and executed. But there was an additional level to the horror. I am referring to all the sexual violence the women and girls, sometimes very young, were subjected to. As our evidence will show, a system of marriage was put in place, mainly intended to enable the members of the armed group to satisfy their sexual desires and needs at the expense of the women and girls. Many were hence forced into marriage, confined against their will, and repeatedly raped by one or more members of these armed groups. All that was left of me was a corpse. This is how one victim recounted her ordeal. It should be noted that these women and girls and their families had no choice. Evidence will show that some of the leaders of Ansar Din and Akim, including Al-Hassan, assisted members of the Islamic police to enter into these so-called marriages or participated in marriage negotiations, de facto exerting pressure on families and women through their presence and influence. Overall, the targeting and persecution of women was such that it became emblematic of the physical and moral violence inflicted on all residents of Timbuktu. Mr. President, Your Honors, the victimization of the population, women and men, was significant, and the case before you against Al-Hassan is extremely serious. The prosecution has gathered a wealth of evidence, and this evidence will show that the reign of terror imposed on the inhabitants of Timbuktu during the period of occupation by Ansar Din and Akim groups was without precedent in modern history of Mali and of the people of Timbuktu. The residents of Timbuktu, men and women alike, were relentlessly tyrannized on a daily basis over a period of 10 months. The evidence will also show that Al-Hassan, who perfectly knew the Timbuktu region and the local languages, was a key figure within the armed groups and played a key role in the system put in place to control the city and the region. The unassailable facts in this case point to his guilt and responsibility for all the crimes charged. Al-Hassan was engaging in such conduct unreservedly and with determination. In the evidence that the prosecution will present at this trial, you will see Al-Hassan giving interviews, approving and supporting the policy of the armed groups. You will see him parading with his Kalashnikov and then take a victim to the place where he was executed. Al-Hassan was clearly acting out of his free will. And all of this is corroborated by Al-Hassan's own statement during the interview conducted by representatives of my office in the presence of a lawyer who assisted him
and an Article 56 counsel appointed by a judge of this court. Mr. President, Your Honors, back in 2016, Mr. Al-Mahdi was convicted for attacks against religious and historic monuments in Timbuktu. Today, the case against Mr. Al-Hassan is before you with a wider spectrum of crimes. This case represents the continued efforts by my office to bring justice to the people of Timbuktu and Mali, more broadly, who fell victim to those heinous crimes. The suffering endured by Timbuktu and its inhabitants is emblematic of what happened in Mali and the conflict that continues to create misery and suffering in that country. The importance of this trial to the victims of Mali in general cannot be overemphasized. Serious crimes under international law cannot go unpunished. It sends a clear message to all the parties to the conflict operating on the ground in Mali that those responsible for serious violations will be held accountable. Mali deserves justice. The victims of the accused crimes deserve justice. And this court has the opportunity to make an important and tangible contribution to that need and yearning. This trial does not operate in a vacuum. As we embark on this trial, Mr. President, the situation in the center of Mali, but also the rising tensions and related instability and violent incidents in Bamako remain a great concern to my office. All the parties involved must refrain from resorting to violence. The specific and general deterrence of this case is to be appreciated in this larger context. Mali and Malians have suffered immensely. They deserve to have this court on their side. They deserve to have justice done and see that it is done. The ICC stands as a last beacon of hope to those looking to it for justice for the world's gravest crimes. And we must deliver on that promise and indeed that obligation. Mr. President, Your Honors, I thank you for your attention, and I will now hand the floor over to my learned colleague, the senior trial lawyer in this case, Mr. Jules Detertre, who will present the context in which the crimes in question were allegedly committed with a more detailed outline of the evidence supporting the charges. Mr. President, Your Honors, I thank you. Merci beaucoup, Madame la procureure. Je vous remercie spécialement parce que vous avez fait une partie de votre présentation en français et une autre en anglais. Alors, maintenant, je crois que nous avons un problème de logistique ou de house management. Hein, ouais. Parce que nous avons commencé, je pense, à 12h45. Nous devons faire 1h30. Et donc, nous devons avoir notre pause maintenant pour 45 minutes. C'est bien ça, Madame la greffière? Voilà. Madame la greffière me fait signe que oui. Alors, ce que nous allons faire maintenant, au lieu de passer la parole à M. Duterte, nous allons prendre notre pause de 45 minutes et nous serons de retour ici après. L'audience est suspendue. All rise, veuillez vous lever.